Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus à cette émission, le débriefing des experts. Nous sommes avec trois invités avec lesquels nous allons pouvoir débattre du problème du foncier. Ça sera en première partie de cette émission. Deuxième partie consacrée au portrait de l'un des 33 candidats. Il s'agit ce jour de Zachary Syriac Goudali. Enfin, on va terminer l'émission en abordant la question de la santé et l'assurance maladie. C'est un thème qui va être en débat ce mardi à 19h30 GMT qui va être animé par Babylas Boton. Sur le plateau, donc, nous avons trois invités. Je vous les présente tout de suite. Il y a notre éditorialiste Belaminus Takwobi, enseignant à l'université de Parakou. Bienvenue une fois de plus, Belaminus. Juste à côté de vous, un de vos confrères, collègues. En effet. Voilà, Dr Clotaire Agossou, enseignant à l'université de Parakou aussi. Merci. Merci d'être venu. Et enfin, nous avons juste en face Vianney Hassani. Vianney est un journaliste, analyste politique, qui est le correspondant de la chaîne de télévision béninoise Canal 3 à Paris. Exactement. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler qu'il y avait donc quatre invités tout à l'heure que Babylas Boton a reçus lors de ce premier débat qui était consacré au foncier. Il y avait le docteur Simon Narcisse Tometi qui représentait le candidat Koupaki. Il y avait Roch Abdomba qui représentait le candidat Lionel Zinsou. Monsieur Guy Ogoubi qui est le président plutôt de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, et M. Célestin Aonon, qui représentait le candidat Sébastien Adjavon. Alors, qu'est-ce que ces messieurs ont pu dire sur le foncier? Monsieur Narcisse Tometi, il estime qu'il y a un problème en ce moment. Les textes interdisent la délivrance des titres fonciers. Alors, moi, je demande à M. Agossou, je n'ai pas bien compris. Au Bénin, actuellement, on ne peut pas bénéficier d'un titre foncier lorsqu'on achète un terrain? Écoutez, la question de la terre, c'est une question intime, à l'image de la question de la famille. Et donc, la question de la terre pour les Béninois et surtout pour tout Africain est une question qui a du mal à être appréhendée par le droit. Nous avons hérité d'un système colonial français qui avait comme socle la propriété privée. Et alors que dans nos racines, ce n'est pas la propriété privée, c'est la propriété collective. Et donc la propriété privée a pour conséquence directe la délivrance du titre foncier. Et pour délivrer le titre foncier, c'est toute une procédure. Elle est lourde. Ici au Bénin? Je pense que dans la plupart des pays francophones, c'est comme ça. Et donc elle est lourde. Et cette lourdeur a fait qu'il faut se débarrasser de ça. Et avec la loi de 2013, on a instauré ce qu'on appelle le CPF, le certificat foncier, de propriété foncière, et donc qui vient remplacer le titre foncier. Et donc ce certificat, ce n'est pas l'administration dérive, et ce n'est pas aussi lourd. C'est pour ça que quelqu'un vous voit et vous dit qu'on ne délivre plus le titre foncier. C'est à cause de la loi de 2013. Mais quelle est la différence entre le titre foncier et le certificat? Il joue le même rôle, n'est-ce pas, le document? Oui, il joue le même rôle, c'est vrai, mais la délivrance n'est plus aussi lourde. Ok, d'accord. En fait, que le titre foncier. C'est un allègement de la procédure. Oui. Et donc, eux aussi, le titre foncier a acquis une autorité péjorative, et donc de telle sorte que tout le monde a vraiment peur. Si tu veux prendre un titre foncier, il faut que tu glisses quelque chose. Et donc, il fallait laver cela de tous les maléfices que ce nom avait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le CPF. Mais M. Guy Ogoubi, qui est le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, il affirme que l'administration continue à délivrer des titres fonciers. Oui, c'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, c'est le titre de ce document, de ce certificat, en quelque sorte, de propriété, qui a changé. Ce que le docteur Clotaire Agossou a relevé tout à l'heure procède de la réforme, je pense, qui est issue du dernier compact du Millennium Challenge à compte, dont un des volets importants au Bénin était la réforme du titre foncier. Donc, l'objectif était de faciliter l'accès au titre foncier, de pouvoir vulgariser ça davantage, puisque
que, en effet, pour le citoyen béninois, le citoyen africain, d'ailleurs en général, le citoyen béninois, l'accès à la propriété terrienne est quelque chose de très très important. Mais il se trouve que il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits qui arrivent après la cession, disons, à la propriété d'un terrain, l'accès à la propriété d'un terrain, sachant que le même terrain peut être vendu à plusieurs personnes différentes. Donc le titre foncier, on le sait, a pour objectif de garantir donc la sécurité de cette propriété-là, mais son accès, comme le soulignait tout à l'heure le docteur, disons, l'acquisition du titre foncier, parfois peut poser problème, c'est lourd, c'est cher, c'est très très cher. Donc le Millennium Compact a permis de faire une réforme pour alléger ça. Donc aujourd'hui, comme il a dit, les certificats. Exactement. Donc joue le même rôle que le titre foncier. Absolument. Donc, sauf que vous avez des contraintes en moins. En moins. Mais il reste encore des choses à faire pour améliorer. Si le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption estime qu'il y a des fonctionnaires qui continuent à délivrer des titres fonciers, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Est-ce que c'est effectivement les titres fonciers qu'on continue de délivrer? Comme on vient de le souligner ici, il n'y a que la dénomination qui a changé, donc le document reste fondamentalement le même, et qu'aujourd'hui on ne parle plus simplement de titre foncier, mais d'un certificat de propriété foncière. Et donc je pense que c'est peut-être une confusion sur la dénomination qui est aujourd'hui faite. La loi date de 2013, mais l'application a commencé en quelle année? Donc il faut un peu de temps pour que les uns et les autres s'habituent à cette loi, qu'on s'adapte à cette nouvelle loi. Ce qui est sûr, que ce soit titre foncier ou que ce soit CPF, le certificat de propriété, je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est de nous mettre à l'abri de cette insécurité foncière à laquelle nous assistons, aussi bien en zone rurale qu'en milieu urbain, avec particulièrement une très forte spéculation en milieu périurbain. Nous sommes aujourd'hui, avoir une terre au Bénin ne nous met pas fondamentalement à l'abri des conflits dont parlait Vianney tout à l'heure. Vous pouvez acheter votre parcelle et 20 ans après, des petits-fils apparaissent de nulle part et estiment que la terre ne vous appartient pas ou que leurs parents avaient mal vendu cette terre-là. Et donc, ça commence dès lors tout un tas de procédures judiciaires à n'en point fini. Et donc, aujourd'hui, que ce soit le CPF ou le titre foncier, je pense qu'il faudrait plutôt privilégier ou prioriser l'objectif. Lequel objectif est de mettre les Béninois à l'abri de tout conflit. Docteur Gossou, est-ce qu'il y a une période transitoire pour l'application de ce texte-là? Et le passage entre titre foncier et CPF? Oui, je pense que toute loi a des dispositions transitoires. Et cette loi en a une. Et puis d'ailleurs, le Millennium Challenge compte à participer à la délivrance de certaines, afin d'accompagner la période transitoire. Et on a eu des titres fonciers qui ont été délivrés dans moins de... Des titres fonciers qui prenaient, pour avoir le titre foncier, ça peut même durer 5 ans. Et en 6 mois, en 2 mois, on avait délivré des titres fonciers afin de, lorsque la loi devait entrer en vigueur. Et donc c'était le ministère des Finances qui était chargé. Et puis d'ailleurs, pour régler tous ces problèmes de résistance à l'application de la loi, je crois que nous avons maintenant l'actuel, on vient de nommer un des titres de cette nouvelle loi, a créé l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et le directeur, c'est un maillon fin de l'élaboration de cette loi, M. Koublenou Jules, et qui vient de prendre service, je pense, hier ou avant-hier, et donc qui fera un bon travail, je pense. Et donc tous ceux qui ont fait de la résistance jusque-là ont quelqu'un qui était cheville ouvrière de l'élaboration de cette loi et qui pourra faire avancer les choses. Je pense que si on dit qu'il y a encore des gens qui délivrent le titre foncier, c'est peut-être par rapport aux anciens dossiers non encore vidé. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire la mutation directement au certificat. Bon, oui, pourquoi pas. On peut aussi dire que comme c'est à court sous l'ancienne loi, qu'on finit cette procédure. Et donc, c'est cette ancienne loi qui finit cette procédure. Pourquoi pas? Et donc, c'est vrai que la nouvelle loi prend effet de la date où, mais les situations acquises, ça dépend du niveau où on en est par rapport à la division du titre foncier. Ça dépend du niveau si on est pratiquement vers la fin. Et donc, on peut finir ça. Mais ce qui est sûr, à partir de 2013, et donc, c'est le CPF qui a autorité.
Alors, l'un des avantages aussi de cette nouvelle loi-là, c'est qu'au niveau des contentieux, on a essayé d'alléger les choses, c'est-à-dire par exemple que ceux qui sont concernés pour l'achat d'un terrain peuvent ne pas avoir recours à un avocat. Donc on a essayé d'alléger, d'après ce que disait, il faut que je vois la personne qui le mentionnait, voilà, il faudrait que je retrouve ça rapidement, qui ne peuvent pas avoir affaire à un avocat, donc peuvent directement, je ne sais pas comment ça peut se faire dans ce cas-là. Est-ce que c'est une question d'avocat? C'est-à-dire, la loi, puisque nous sommes dans une période qui s'y prête, les règlements à l'amiable, c'est-à-dire les modes alternatifs de règlement des conflits, est maintenant au centre de cette loi. On dit, avant de saisir le juge, obligation vous est faite d'essayer d'abord une conciliation. Ça, c'est un avantage, parce que quand on n'avait pas d'argent pour aller requérir les besoins du service d'un avocat... Oui, mais la loi dit aussi que vous pouvez le faire avec des témoins. Le témoin peut être un avocat. Et donc, si vous avez un avocat, c'est aussi bien. Et donc, c'est-à-dire que les procédures alternatives de règlement des conflits ont été priorisées dans le cas des contentieux du foncier avec cette loi. Et donc, cette procédure de règlement à l'amiable, de règlement alternatif, soit vous optez pour la conciliation, et la loi elle-même le dit déjà par rapport à la conciliation, ou tout autre mode de règlement à l'amiable, c'est-à-dire un droit collaboratif, ou une négociation raisonnée, ou une médiation. Donc vous devez, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous saisissez le juge, et que vous ne faites pas cette étape, le juge vous renvoie. Vous ne pouvez pas saisir le juge sans un règlement à l'amiable. C'est-à-dire, c'est comme en matière de divorce. Lorsque vous allez au divorce, il y a l'obligation qui est faite au juge de tenter une conciliation. Et ça, c'est d'ailleurs M. Ogoubiyi qui en parlait tout à l'heure, justement, en disant qu'il y avait cette disposition dont vous parlez, que vous avez expliqué, qui est maintenant contenue dans le code. Oui, tout ça participe en effet de la facilitation à la fois de l'accès à la garantie de sa propriété foncière, ainsi que la facilitation, disons, des conflits qui peuvent subvenir des situations antérieures ou des situations qui vont découler de la nouvelle loi. Et il faut dire que dans le contexte de cette élection présidentielle et des enjeux donc des projets de société, c'est de voir dans quelle mesure les limites qui existent encore peuvent être améliorées, puisque bien entendu la loi qui a été donc votée en 2013 permet d'assouplir les choses. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, je suis sûr, 100 propriétés, peut-être on trouverait 10 ou 20% seulement de titres fonciers. Donc il y a encore une énorme marge de manœuvre pour la sécurisation, pour la facilitation donc de la garantie donc de l'acquisition d'une propriété foncière. Et donc il importe que les acteurs politiques effectivement regardent à nouveau cette question et permettent d'aller encore plus loin. L'un des moyens de régler ce problème-là, définitivement, c'est d'avoir aussi une justice qui puisse régler ces problèmes. Il y a Simon Narcisse Tometi qui représentait Irénée Koupaki. Il estime que son candidat en cas d'élection va procéder à la formation chaque année d'au moins 200 cadres de différents niveaux dans le domaine du foncier, y compris les magistrats, qui pourraient aider, n'est-ce pas, à résorber définitivement les problèmes de foncier. C'est une bonne idée? Oui, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut savoir qu'on nous dise comment est-ce qu'on va financer tout ça. Parce que quand moi je jette un regard rapide sur la plupart des projets de société qu'on nous présente, ces projets nous font de très belles promesses, mais personne n'arrive à nous dire l'origine des ressources, des fonds qui vont servir à financer chacune de ces réformes. Et je pense que pour ceux qui ont fait la comptabilité, on a toujours dit qu'il faut équilibrer le bilan en termes de passifs et d'actifs. Et là, ou alors les budgets, il faut toujours essayer d'équilibrer les budgets. On nous dit très bien, oui, on va construire des routes, on va faire ci, on va faire ça, on va former des cadres, mais comment est-ce qu'on va financer tout ça? Et donc, moi, j'aurais aimé qu'on nous dise en même temps... Monsieur Ogoubiyi, qui est lui était un ancien magistrat, bien qu'il soit maintenant en retraite, qu'il soit président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, il dit, mais l'État forme des magistrats qui n'utilisent pas.
C'est bien qui possible. sont payés mais qui ne sont pas utilisés. Donc on pourrait les... La question c'est de savoir, insérer. la question c'est d'abord de savoir est-ce que nous avons déjà suffisamment de magistrats dans notre pays. C'est là la principale question. Et donc, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'ils vont détacher directement ces magistrats-là et les confiner dans un rôle de règlement de ces questions de ces questions foncières, ou alors est-ce que c'est les magistrats qu'on va utiliser à cheval entre leurs obligations quotidiennes, traditionnelles, et cette nouvelle obligation qu'on leur confère? C'est à l'équipe. On verra s'il est élu. Voilà, président, comment il va faire. Et pour terminer dessus, si vous permettez, M. Hassani donnait quelques chiffres tout à l'heure. Les vrais chiffres, c'est qu'aujourd'hui, dans la seule agglomération de Cotonou, nous sommes seulement à 4% de titres de propriété décernés. Et puis, sur toute l'étendue du territoire, on est à moins de 2%. Dans toute la ville de Cotonou? Oui, dans toute l'agglomération. Non, pas la ville, simplement la ville. L'agglomération, donc, ça englobe aussi la commune d'Abomey-Calavi, voilà, les banlieues. Et sur toute l'étendue du territoire national, nous sommes à moins d'1%. Et donc, ça, voilà, c'est quand même un peu c'est qui est potentiellement surprenant. explosif, M. Agossou. Oh non, c'est une situation, en réalité, la systématisation des questions de famille et des questions de terre a été toujours une lutte permanente. Et d'ailleurs, le professeur Paul Gérard Pouboué, qui est un Camerounais, a écrit une très bonne thèse sur la question. Cette question en Afrique est une question très délicate. Et donc, quiconque qui s'y aventure doit avoir toujours les mains tremblantes, parce que c'est des questions très délicates. Ce sont des questions très délicates. Lorsqu'on parle de la terre au Bénin ou en Afrique, on doit aussi parler de la justice. Ça va de pair, plus ou moins. Ça va de pair. Ça va de pair. Et lorsque le douanier Ogoubiyi parle des magistrats qui ne travaillent pas, moi je pense qu'on est en sous-nombre de magistrats au Bénin. C'est quand même un peu surprenant. Ce qui fait qu'il y a des tribunaux que nous devions ouvrir, qu'on n'a pas fait depuis. Il y a des tribunaux qui doivent ouvrir. Depuis la loi de 2002 qui essaie de mettre petit coup les tribunaux en place, on n'y arrive pas encore. Vous avez par exemple, chaque arrondissement doit un tribunal, on n'en a pas encore. Vous avez des localités qui doivent... Et donc, on a ce problème. Et donc, la question foncière va de pair avec... Maintenant, il y a ces modes alternatifs. Lorsqu'il parle de 100 cadres ou de 200 cadres, c'est faisable. S'il y a volonté. Parce que régler la question à l'amiable, ce n'est pas nécessairement des magistrats. Essayer de faire une conciliation, ce n'est pas nécessairement des magistrats. Des questions aguerries, des personnes aguerries des questions foncières et autres, d'une certaine notoriété, d'une certaine idée de sagesse, peuvent bien sûr régler ces problèmes avant qu'on aille voir le juge. Et donc le juge serait un dernier recours. Hein. Et donc, régler la question. Il y a quand même en place des tribunaux. Il y a les tribunaux de conciliation. Par exemple, dans la mairie d'Abomey-Calavi, qui se réunit chaque fois à la mairie de Calavi, il y a un tribunal de conciliation. Dans certaines villes, il y a les tribunaux de conciliation qui essaient déjà de régler ces questions de terre. Mais M. Roch Abdomba, qui représentait sur le plateau Lionel Zinsou, il dit que son candidat, en cas d'élection, il va mettre en place les 14 tribunaux qui vont renforcer les ressources judiciaires. Donc apparemment, il y a un plan de mise en place de 14 tribunaux. Oui, il parle des 13 tribunaux des différents arrondissements de Cotonou. Et donc, M. Ba... c'est à Cotonou? Oui, ça c'est seulement pour Cotonou. Oui, c'est seulement pour Cotonou. Et puis M. Ba, il est bien placé. Oui, M. Ba, il est mieux placé pour le savoir, puisque je pense qu'il est géomètre, et puis il est le directeur général de l'Institut géographique national actuel. Et donc, il est mieux placé. Donc, ce sont les tribunaux prévus par la loi. Et il n'y a pas que Cotonou. Et donc, voilà. Et donc, lorsque mon collègue Bellarminus parlait de 1%, c'est les terres où on a délivré titre foncier, ou papier, le CPF. C'est ces terres-là. Sinon, et ça confirme ma version quand je vous disais que nous sommes dans une culture d'abord, pas de propriété privée. Nous sommes dans une culture de propriété collective. C'était ça, la propriété de la terre. Et c'est maintenant que la question de la propriété individuelle, la terre devient de plus en plus... Il faut que j'ai mon chai. Il faut que j'ai mon chai. Et donc, chacun commence par se mettre ça dedans. Et c'est pourquoi on court derrière le titre foncier ou le certificat de foncier de propriété. Donc, c'est cette logique. Et toute politique qui se veut réaliste doit prendre en compte ces facteurs endogènes. Si vous ne prenez pas en compte ces facteurs. Et je pense que cette loi, c'est la loi qui a amené de nouveautés et qui tient compte, et non seulement de la modernité, mais aussi de nos réalités. C'est pourquoi la notion de titre foncier, qui est une notion héritée de compte, a été mise de côté.
et donc a tenu compte de certaines réalités. Célestin Avognon, qui représentait sur le plateau Sébastien Adjavon, il estime que dans les prochains jours, juste après l'élection de son candidat, il va mettre en place une session nationale qui va être dédiée aux réformes à entreprendre dans le domaine du foncier. Donc pour lui, il estime que c'est quelque chose de prioritaire dès qu'il sera élu. Oui, je pense que c'est à juste titre, ça, disons, recoupe ce que je disais tout à l'heure, et que les autres intervenants ont d'ailleurs confirmé, c'est qu'il y a une énorme marge de manœuvre encore pour donc aller plus loin dans la sécurisation de ces questions-là. Si on en est que justement au plan national à 1%, c'est dire que dans les zones rurales, donc le problème est encore plus important qu'à Cotonou, où le pourcentage est un peu plus élevé. Donc moi j'estimais d'ailleurs, d'après certaines lectures, que dans certaines zones de Cotonou, peut-être les zones où, disons, une certaine classe moyenne ou une classe aisée est propriétaire, eh bien les chiffres pouvaient aller jusqu'à 10%. Donc il reste que effectivement les projets de société de nos candidats différents puissent effectivement mettre l'accent sur ces questions-là, parce que comme vous le soulignez tout à l'heure, ça peut être très très explosif à raison des générations à venir, puisque aujourd'hui on trouve des propriétés qui sont disons, l'héritage d'une dizaine ou d'une quinzaine d'enfants, et ces 15 enfants ont chacun en moyenne 4 enfants, donc dans une génération, ça va être une trentaine, quarantaine de personnes qui sont, donc vraiment, ça crée des difficultés. Et donc, je suis content que le candidat Adjavon puisse en parler, certainement d'autres aussi le soulignent, mais, comme disait tout à l'heure donc notre Belarbus, c'est que, eh bien, on ne chiffre pas toujours ces questions-là. C'est vrai que, bon, ce qu'on remarque ailleurs, c'est qu'un projet de société doit être accompagné de chiffres. Mais chez nous, bon, les gens promettent plein de choses, mais c'est jamais chiffré. Donc voilà ce qu'on peut aussi... C'est déjà même pas que... Aujourd'hui, les candidats, ils essaient de battre campagne sur la base de projets de société ou de pseudo-projets de société. Je pense que c'est quand même une habitude, c'est un processus. Il y a même les dernières élections, enfin la dernière élection présidentielle de 2011, on n'avait pas vu un tel engouement au projet de société. Et aujourd'hui, on voit des candidats qui font des présentations à l'américaine de leur projet de société. Ça veut dire que ça évolue, la démocratie c'est une bonne chose. Même si parfois ils sont surprenants, ils vont dans les zones rurales en battant campagne, en faisant des meetings, ils brandissent des documents comme ça. Voilà, j'ai mon projet de société. Ceux à qui on s'adresse ne comprennent pas forcément ce qu'il y a dans le projet. Mais c'est pas grave. Merci monsieur, c'est la fin de cette première séquence. On va se retrouver dans quelques minutes après une place publicitaire.